concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors, aujourd'hui, on va parler de la suite de ces 8e de finale parce que bon, on avait un avant-goût hier. Bon, c'était sympa, je l'ai dit, les 2 petits matchs. Bon, même si le match France-Paraguay, c'était pas l'éclat total, mais bon, il y avait au moins une partie de suspense pendant un moment. Mais là, on va rentrer aujourd'hui dans des matchs qui sont plutôt indécis avant le coup d'envoi. Alors que hier, on était quand même mine de sur des affiches un tout petit peu déséquilibrées. Donc, pour répondre à Elwes El Padrinote et à Mine Dezeb, désolé les copains, on a un petit le temps de tout organiser, d'être prêt et tout ça. On peut avoir à certains moments un petit quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de retard sur les lives qui sont prévus. C'est des heures, on va dire théorique à chaque fois quand on lance les lives. Maintenant, évidemment, ça peut différer. Maintenant, à partir du moment où le live est lancé, généralement, vous comptez 4 à 5 minutes et on est parti pour un débrief ou pour une preview. Et donc là, on est parti pour une belle petite preview, les copains. Et on va se poser la question pour ce Norvège-Brésil qui va passer. Donc, comme d'hab, vous y allez. Mettez vos commentaires. Dites-moi si pour vous, c'est plutôt la bande à Haaland qui se qualifie ou au contraire, vous êtes plutôt dans l'esprit c'est les saons de Carlo Ancelotti. Voilà, on va faire le débat ensemble. Et puis, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer et ce qui nous donne aussi un peu plus de visibilité. Donc, allez-y les copains, on a besoin de vous. Bon, maintenant que j'ai fait ça, on est à 2 heures du coup d'envoi. Alors, elles sont pas encore officielles, les compos que je vais vous donner, mais c'est ce qui passe là depuis quelques heures. Donc, on partirait. Je revérifie pour voir s'il n'y a pas eu une mise à jour entre-temps, si elles sont pas tombées officiellement, les compos. Non, on est toujours sur des compos probables. Donc, on est avec Alisson dans les buts. On est avec défense à 4. On va reparler de cette défense à 4, mais donc avec Douglas Santos à gauche, Gabriel Marquinhos dans l'axe et Danilo à droite. On va vraiment reparler, je pense, de cette défense. Au milieu, on partirait sur Casemiro qui tiendrait sa place avec Guimarães. Et au milieu, ligne de 3 avec Ryan. Ouais, continue Ryan. Pareil, je pense qu'on va en discuter quand même 2 minutes de Ryan. Martinelli. Ça serait la grosse info comparé à ce que là, moi j'ai là, ce que je vous donne, où ça serait normalement Douglas Santos, pas Douglas Santos, Danilo Santos.
moi, dans ma compo. Et donc, Vinicius, Cunha et Ryan. Mais là, il semblerait que peut-être Martinelli pourrait avoir Donc, si je vous dis tout ça, c'est qu'il y a quand même une incertitude à 2 heures du coup d'envoi sur le 11 utilisé. Et je m'arrête dessus 2 secondes. Pourquoi? On a certaines sélections. Là, par exemple, hier, on a vu la France et le Maroc. Il n'y avait pas un gros suspense sur la composition. Ces 2 équipes-là, pour l'instant, c'est plutôt des réussites dans cette Coupe du Monde. Le Brésil, mine de, alors après, c'est pas que de leur faute, hein. Il y a des joueurs, ça peut être aussi lié à à des blessures ou voire à des suspensions. Mais là, dans le cas du Brésil, c'est qu'en fait, tu as même encore des incertitudes, en fait. Tu as encore des incertitudes sur le 11 que tu vas aligner quand tu es Carlo Ancelotti, alors qu'on arrive en 8e de finale. Donc là, entendre que peut-être c'est Danilo Santos ou Martinelli, alors que tu es sur un 8e de finale de Coupe du Monde, je vous le dis, pour moi, c'est le signe que cette équipe-là, elle a toujours pas trouvé sa bonne formule. Et quand je dis qu'elle a pas trouvé sa bonne formule, c'est ne serait-ce que devant. On va en parler à un moment donné de Ryan. Hein, je comprends pas en fait comment le gamin, il a autant de temps de jeu depuis le début de la compétition. En fait, vraiment, hein, j'ai du mal à intégrer ça. Je sais bien que est pétri de talent, j'ai entendu arriver l'hiver dernier à Bournemouth pour plus de 20 millions d'euros. OK, pas de problème. Mais on voit les matchs. Les copains, on y voit les matchs. Et sur ce qu'on voit, franchement, on peut dire vraiment qu'on est emballé par ce qu'on voit. Moi, franchement, je suis pas du tout emballé. Et si c'est ce 11-là qui est aligné comme je vous le montre, la Norvège, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Vraiment, au premier degré, il y a moyen de faire quelque chose pour cette équipe. Hein. Donc, on va voir. Mais a priori, là où normalement, traditionnellement, même j'ai envie de vous dire, le Brésil, toujours sur la composition d'équipe face à ce type de sélection, elle est toujours favorite parce qu'à chaque fois, on va dire sur le papier, le Brésil a des meilleurs joueurs. Là, c'est même pas sûr non plus. Hein. Parce que là, je me suis juste arrêté sur Ryan, mais les gars, on peut continuer. Hein. Est-ce que Cunha, vraiment, on est fan de lui? Je vais pas dire qu'il fait une mauvaise Coupe du Monde. Il s'entend bien en plus avec Vinicius sur le terrain, ça se voit, pas de problème. Mais c'est digne d'un œuf. Enfin, c'est toujours la question qu'on va se poser avec ce Brésil. Est-ce que c'est digne du Brésil? Est-ce que ce machin? Ça, j'en sais rien s'il faut se poser cette question-là. Il faut juste voir si c'est des attaquants de haut niveau et si, par exemple, là, le Brésil, en l'occurrence pour ce soir, elle a les armes pour aller faire plier la défense adverse. Oui, parce qu'après, faut pas non plus déconner. La Norvège en face, c'est pas la défense la plus redoutable de la compétition. Hein. On va regarder 2 secondes les stats depuis le début de la compète, les copains. Je vous le dis, hein, la Norvège, sa force, c'est pas la défense. Hein. C'est pas la défense. Hein. Donc, je vois le message d'Amine Dezel qui nous dit, je crois que le Brésil n'a jamais battu la Norvège. En tout cas, en Coupe du Monde, non. La seule fois où ils s'affrontent, c'est en 98, et c'est la Norvège qui l'emporte dans un match complètement improbable, un match de phase de poule. Non, je crois pas. Je sais même plus ici. Je crois que même ils l'emportent. Je crois même qu'ils l'emportent. Match nul ou victoire des Norvégiens, mais les Brésiliens étaient déjà qualifiés. Donc c'était un match un peu, c'est un peu particulier. El Padrino qui nous dit si la Norvège défend bien aujourd'hui, je crois ils peuvent gagner. Allez les Vikings. Je te montre les stats hein, quand même. Hein. Des buts encaissés, il y en a quand même 8 en 4 matchs. Hein. Alors ok, il y en a 4 contre l'équipe de France avec une équipe remaniée. Mais la Norvège, ça prend des buts contre l'Irak, contre le Sénégal, contre la Côte d'Ivoire. J'ai du mal à me dire que ce soir, par exemple, ça prend pas de but. Tu vois, j'ai du mal à me dire que ce soir, le Brésil trouve la bonne formule, la Norvège trouve la bonne formule et que ce soir, face à Vinicius et ses copains, ça prenne pas de but. Vraiment, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Parce que pour moi, la clé de ce match pour les Norvégiens, bien sûr, ça va être de bien défendre. Ça paraît logique, mais ça, c'est
Ça, c'est pour tous les matchs. Hein. Il faut bien que tu défendes pour pouvoir avoir une chance de marquer plus que ton adversaire et encaisser surtout moins que ton adversaire. Pas de problème. Par contre, pour moi, la vraie force de cette Norvège, elle est pas sur la défense. Hein. Elle est sur l'attaque. Hein. Il y a qu'à regarder la ligne d'attaque. C'est quand même Sorloth, Haaland, Nusa. Donc moi, je suis comment? Je suis avec Solbakken. Je me dis que moi, mon équipe, elle est quand même beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de chances d'aller marquer que de tenir le score. Donc pour moi, déjà sur l'approche de match, la Norvège, elle doit plus essayer d'attaquer que d'essayer de défendre. Parce qu'en défense, je le place, mais Ayer et Game en défense centrale, c'est pas ma tasse de thé. Je vous le dis, c'est pas ma charnière coup de cœur depuis le début de la compète, hein. Vraiment. Donc après, sinon c'est Østigard, donc je vous conseille pas Østigard pour ceux qui le connaissent pas. Waouh, c'est plutôt, allez, on va dire 17 secondes au 100 mètres. Donc voilà, pour être gentil. Mais la défense norvégienne, ouais, non. Ça va être compliqué de miser sur eux. Et après, même au milieu de terrain, c'est pour moi, beaucoup plus qualitatif. Parce que Berg, on l'avait vu passer à Lens, un peu de manière anonyme, au milieu du terrain. Voilà, il était venu, je me rappelle, pour 4-5 millions et ça avait rien donné véritablement. Là, sur la compétition, les gars, je vous le dis, je vous dis pas que c'est une révélation pour moi, parce qu'en plus, je crois que Berg, il est pas tout jeune. Hein. Donc, c'est pas forcément ça. Mais par contre, le niveau de jeu qu'il affiche, pour moi, c'est largement supérieur à ce qu'on a pu voir déjà à Lens, comme j'ai dit, mais aussi surtout du côté de la défense. Pour moi, c'est au-dessus. Berge aussi, c'est pas mal du tout en sentinelle. Odegaard, bon, si vous suivez le foot, les copains, je vais pas vous expliquer qui est Martin Odegaard. Donc pour moi, en fait, c'est toute la ligne offensive et milieu de terrain qui est au-dessus. Alors, je vois un message de Elwes Parana, tu portes le maillot du Brésil, frérot. Oui, mais alors attends, ça me permet de repréciser un truc. C'est que là, j'ai mon maillot du Brésil, bien sûr, pas de problème. Mais je le dis pour plein de débats, en fait. Je suis ni brésilien ni norvégien. Donc, à cette heure-ci, je paye mon petit maillot du Brésil, époque Ronaldinho. Voilà. Ça fait plaisir, mais je suis pas brésilien plus que ça. Donc, ce soir, je vais porter le maillot brésilien pendant que je regarde le match, mais vraiment comme un supporter, du foot. Voilà. Si tu veux, comme un footix, si t'as envie, mais plutôt comme un supporter de foot. Mais pas, vraiment, je suis pas plus pour le Brésil que pour la Norvège. J'essaie d'être en plus objectif parce qu'on fait des débats. Donc, si c'est pour que je te dise, le Brésil va gagner absolument parce que je porte le maillot du Brésil, on va perdre en objectivité et tu vas vite, je pense que je vais même vite te saouler. Donc, c'est pour ça, on est plutôt sur un petit maillot du Brésil parce que c'est ce soir le Brésil, mais il n'y a pas de supporterisme derrière. Ça me permet de le dire parce qu'il y a plein de maillots, je mets plein de maillots à chaque fois et il n'y a pas forcément de côté supporter. Là, pour le coup, je suis supporter. À la base, je suis franco-italien. Donc, pour moi, la Coupe du Monde, c'est une pénitence. Donc, voilà. Prono, les gars. Je vais te le donner, moi, le prono. C'est pas que je vais te faire un teasing, hein, mais je le donne plutôt à la fin, en fait. Donc, on va essayer plutôt de continuer comme ça. On va essayer de continuer comme ça, mais je vais te l'affiner, mon prono. Je te l'affine. Mais après, demande peut-être aux autres sur le chat leur prono. Voilà. Donc, la compo, ça nous donne ça. Ça nous donne un 4-3-3 contre un 4-3-3. Bon, au moins, c'est déjà, je vous le dis, plus sexy que ce qu'on s'est mangé hier avec le 5-4-1 paraguayen. Quand même. Ça donne un peu plus envie. Et je pense que d'un côté comme de l'autre, on va pas être dans le calcul. Encore que. Parce que, bon, je l'aime d'amour, hein, Carlo Ancelotti. Je l'aime très, très fort. Mais est-ce que c'est lui, ce soir, qui peut faire basculer le match avec son coaching? Est-ce que ça peut être lui? Je pense que ça fait partie des possibilités. Maintenant, si on doit choisir quelqu'un pour faire basculer le truc, et ça répondra à ta question, Moudu,
où je pense que c'est plus Vinicius qui va faire basculer le match que Carlo. Par contre, Carlo, lui, il va avoir un truc, c'est qu'il va influer sur un truc, c'est sur le fameux, sur la fameuse tactique et donc l'approche de match de la part des Brésiliens. Donc, est-ce que là, il va arriver avec sa tactique extrêmement défensive, comme on le connaît, capable de pouvoir attendre l'adversaire pendant tout le match, parce qu'il a compris aussi que l'équipe en face, elle est moins forte défensivement, et que en phase de transition, avec un Vinicius, tu peux claquer. Moi, j'ai envie de vous dire, je pense que Carlo, il va pas vouloir avoir la balle. Je pense qu'il va pas vouloir avoir la balle. Et donc, s'il veut pas avoir la balle, ça va être aussi un souci. C'est que les Norvégiens, si tu leur donnes le ballon, je pense qu'avec les joueurs qu'ils peuvent avoir, ça peut avoir une incidence. Donc, pour moi, Carlo, il faut vraiment pas que tu viennes avec ta mallette de la panoplie défensive. Donc, c'est pour ça que le choix du troisième milieu pour accompagner Guimarães et comment il s'appelle, et Casemiro, pour moi, est important sur un peu les ambitions dans le match. Est-ce qu'il va vraiment rester avec je revérifie bien, mais c'est bien Danilo Santos. Donc, on a un Douglas Santos, un Danilo Santos, et on a aussi, c'est quoi son blaze à lui? Parce que je veux pas sortir de dingueries ou de bêtises. Ouais, Danilo Santos. Donc, on a Danilo à droite, Danilo Santos au centre et Douglas Santos à gauche. Faut s'y retrouver. Donc, c'est pour ça, si c'est Douglas Santos au milieu et pas Martinelli, ça veut dire que on va pas avoir un Brésil forcément flamboyant. Si tu pars avec Martinelli en plus de Cunha, de Ryan et de Vinicius, ça veut dire qu'on partirait quasiment sur un 4-2-4. Donc là, si tu pars sur un 4-2-4, oui, là, les ambitions du Brésil, elles seraient comment vérifiées en tout cas dès la compo. J'en sais rien. Moi, je vous dis pas forcément que ça va être le cas. Je dis juste que cette équipe brésilienne, dans l'approche, depuis le début de la compétition, elle nous a pas montré une volonté absolument d'aller prendre le contrôle de l'adversaire. Alors oui, par contre, il y a un truc, je partage ça sur les stats. Oui, c'est une équipe qui a la possession. Donc c'est une équipe qui a même eu la possession face aux face aux Marocains. Ils avaient, alors d'une courte tête, je me rappelle, mais c'était un 51-49. Donc ils avaient quand même eu la possession. Et alors vous vous en doutez, contre Haïti, contre l'Écosse, c'était pareil. Et contre le Japon, la même. Contre le Japon, à la fin, c'est même d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le Japon, pour moi, finit par céder, c'est qu'ils ont trop laissé le ballon. Donc pour moi, le Brésil, c'est une équipe qui a la balle malgré l'ADN un peu de Carlo Ancelotti, qui est d'abord bien en place, et on verra après. Dans les fameux stats des buts par match, c'est aussi à nuancer parce que tu as des matchs que n'a pas eu la Norvège. Donc, c'est-à-dire typiquement le match contre Haïti, voire contre l'Écosse. Bah, la Norvège, depuis le départ, elle s'est jouée. Ok, elle a eu l'Irak qui peut compenser, mais par contre, elle s'est jouée et le Sénégal et l'équipe de France et la Côte d'Ivoire. Donc, sur le pédigré des équipes aussi, c'est costaud ce qu'a joué la Norvège. Donc, les buts marqués, buts encaissés, c'est un peu difficile de se baser là-dessus pour mettre, on va dire, un vrai avantage à une équipe. Après, on peut continuer de regarder, mais après, c'est plus des stats, on va dire vraiment purs, des purs stats. Donc, d'ailleurs, qui a fait le plus de tacs par match, qui a fait le plus d'interceptions. Oui, on se rend compte toujours pareil que défensivement aussi, bah, le Brésil, c'est meilleur. Mais dans ces fameux stats qu'on voit de cette compète, les gars, je vous redis, le Brésil a joué 2 matchs, je vais pas dire vraiment très facile, parce que l'Écosse, c'est pas non plus sur le papier extrêmement facile, mais Haïti, vraiment, ils étaient au-dessus, et l'Écosse, c'est peut-être eux qui se le sont simplifiés, mais vraiment, il n'y a pas eu match. Donc, c'est difficile vraiment de prendre toutes ces stats-là, on va dire comme argent comptant. Ces deux équipes, elles ont pas joué les mêmes formations depuis le début de la compète. Donc, forcé, on est obligé de mettre ça un petit peu
un petit peu différemment. El West qui nous dit, moi je dis 2-1 pour la Norvège, je sais pas, mais je crois pas à cette équipe du Brésil de cette année. Bah, là où je peux te rejoindre, El West, c'est que cette équipe du Brésil, depuis le départ, elle est pas enthousiasmante de dingue. Et elle s'en remet pour moi plus et uniquement à ce joueur-là. Elle s'en remet à Vinicius. Donc en gros, pour euh, pour faire très simple, c'est peut-être, je vais peut-être être un peu dur dans ma vision, mais tactiquement les adversaires, si tu arrives à prendre Vinicius, si tu arrives à trouver la bonne formule, soit pour l'enfermer sur son côté et ne jamais lui laisser la possibilité de repiquer, de redrive et de se réaxer, euh, soit tu as compris que tu allais subir. Pour moi, la clé du match, oui, sans déconner, c'est évidemment Vinicius d'un côté. Là, on parle du côté du Brésil et après, bien sûr, on va parler de la Norvège, mais tout dépend pour moi de Vinicius. Donc là, si Vinicius ce soir, il est en condition, et jusqu'à présent, il nous l'a montré, hein. Parce que même s'il plante pas contre le Japon, son match est bon, hein. Son match est bon et je pense que vous avez tous vu son action solitaire où il peut quasiment mettre le but du mondial à lui tout seul. Vinicius, il est pour moi, ça fait partie des satisfactions de ce mondial. Vraiment, je trouve que il montre des choses, un caractère que je lui avais pas, j'ai pas trace de ça en 2022. En 2022, il est bon, il y a des matchs où il est bon. Le Brésil s'arrête en quart, mais il semble beaucoup moins porter ce Brésil. Là, vraiment, c'est lui qui porte. C'est lui qui porte les actions offensives, c'est lui qui prend les responsabilités dans le jeu. Donc là, ce soir, c'est par lui que ça doit passer. C'est pas par quelqu'un d'autre. C'est par lui. C'est par lui que la lumière, elle doit arriver. Et de toute façon, comment il s'appelle, notre ami Carlo Ancelotti, il est parti là-dessus, hein. Il s'est pas trompé, hein. De toute façon, il le connaît. Il l'a eu pendant plusieurs saisons au Real. Il sait très bien les capacités de Vinicius. Donc, pour la question, est-ce que c'est lui le seul joueur qui peut faire la différence dans ce Brésil? J'ai envie de dire oui. Maintenant, attention, soyons pas non plus que réducteurs parce que je suis un peu dur avec Cunha au début dans ma présentation, mais Cunha, ça reste en soi un bon attaquant. C'est pas un mauvais joueur. C'est pas une pipe. Là, vous me diriez, ça serait Igor Thiago qu'on avait vu au premier match. Bon, oui, là, j'ai quand même beaucoup plus de réticence. Mais Matteo Cunha, je crois que c'est ça, c'est Mateusz Cunha, ça reste quand même en soi un beau joueur de ballon. Mais c'est toujours pareil. Là, j'ai sur moi le maillot de Ronaldinho. Bon, bah oui, forcément, cette sélection-là, elle souffre de la comparaison avec les précédentes Seleção. Maintenant, attention, hein, les copains. Si vous suivez le foot depuis un moment, 2022, il y a du talent, mais c'est pareil, c'est quand même un peu en déclin. 2018, un peu pareil. 2014, c'est le fameux crash avec le 7-1 et les gars, faut quand même se dire aussi que le Brésil, ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu un vrai gros effectif ultra complet et un 11 ultra compétitif. Donc bien sûr, je comprends qu'on se base à chaque fois avec oui, en 2002, ils étaient ouf. Oui, oui, encore une fois, j'y porte le maillot. Donc je vais pas vous dire le contraire. Cette époque-là était dingue. Maintenant, ne nous trompons pas non plus, hein. En 2002, allez regarder la liste des 23 champions du monde. Et je vous le dis, il y a des joueurs, vous les avez perdus, hein. Il y a des joueurs, vous savez même plus qui c'est, hein. Et la jeune génération, si on leur parle de Kleberson, par exemple, qui joue la finale de Coupe du Monde, personne s'en souvient, hein. Donc, c'est pour ça, faut doser aussi un petit peu sur ce Brésil. Je sais bien qu'il y a trop d'attentes vis-à-vis de ce pays, c'est normal. C'est le pays qui a le plus remporté de Coupe du Monde, c'est le pays de Pelé, c'est le pays de Ronaldo. Enfin, il y a aucun problème. Je comprends, c'est le pays de Zico, enfin, il y a des joueurs, mais XXL qui ont été. Par contre, ce Brésil-là, oui, faut se le dire. Est-ce qu'il est en mesure de pouvoir être champion du monde et par exemple être au niveau des équipes de l'autre côté du tableau? Bah, je suis pas sûr, moi, les copains. Je suis pas sûr, hein. J'essaie de vous montrer le tableau.
pour que tout le monde ait bien les refs. Mais les copains, est-ce que le Brésil, c'est au niveau de la France? Non, non. Est-ce que c'est au niveau du Maroc? Bah ouais, c'est au niveau du Maroc. Mais c'est pas devant le Maroc. Parce qu'on l'a bien vu sur le match de phase de poule, les copains, ça s'est terminé par un partout, hein. Donc, sur le papier, c'est pas au-dessus. Est-ce que c'est au-dessus du Portugal? Non. Est-ce que c'est au-dessus de l'Espagne? Non. Est-ce que c'est au-dessus des États-Unis? Ouais, ça ok. Au-dessus de la Belgique? Ok, pas de problème. Sauf que ces deux sélections, il y a de fortes chances pour que tu puisses pas les jouer en finale. Mais déjà, rien que sur l'autre partie du tableau, vous voyez bien qu'il n'y a pas une marge énorme sur ce Brésil. Après, dites-moi hein, si vous avez pas la même lecture, hein. Au contraire, hein. Dites-moi, c'est pour ça qu'on fait le débat. Et de l'autre côté, bah, le Brésil, s'il se qualifie ce soir, ça joue le Mexique et l'Angleterre. Vous pouvez me dire sûr et certain que le Brésil est au-dessus de ces deux sélections-là maintenant pendant ce mondial? Moi, j'ai aucune garantie de vous dire ça. Aucune. Face à l'Argentine, les dernières références, elles sont en dessous. Mais sur ce qu'on a vu de l'Argentine face au Cap-Vert, il peut y avoir un match. Mais pour moi, le Brésil n'est pas au-dessus. Après, face à l'Égypte, je pense que oui, le Brésil est au-dessus. Et face à la Suisse et la Colombie, ouais, oui, sur le papier. Mais sur ce qu'on a pu voir pendant la Coupe du Monde 2026, parce qu'encore une fois, c'est sur ça qu'on se base, pas sur le pédigré, pas sur le palmarès et sur ce qu'ils ont pu gagner ou obtenir comme titre, juste sur ce qu'on voit depuis le début de la compète. Je vous le dis, les copains, c'est pas dit, c'est pas dit. Donc pour moi, attention, c'est là où il faut, on va dire, un peu rappeler le niveau de ce Brésil en 2026, c'est que on est à un Brésil, si ça fait dernier carré, je vous le dis, les copains, le Brésil aura réussi son mondial, hein. Et peu importe la pression qu'il peut y avoir au pays avec non, une Coupe du Monde réussie, c'est forcément une Coupe du Monde à gagner. Même perdre en finale, c'est un échec. Ouais, non, mais ça, je peux comprendre l'exigence. Parce que dans le fond, quand tu as toujours été habitué à avoir du caviar, bah, tu as du mal à passer avec des œufs de limpe. Ok, je comprends bien. Par contre, la réalité, c'est qu'avec ce matériel-là, et je remontre la compo probable pour ce soir, je suis désolé, hein, mais les copains, on peut pas espérer beaucoup plus pour moi qu'un dernier carré. Et si déjà le Brésil fait dernier carré, bah, ok, encore une fois, on va peut-être me dire, ah bah, c'est difficile, ah, on va pas dire ça. Mais il y aura une progression. Ils ont fait quart. Ils ont fait quart en 2022. Ah, ils feraient dernier carré. Pour moi, ce Brésil-là, dernier carré, oui, moi, je considérerais, en tout cas, même en prenant, on va dire, un peu de hauteur par rapport à ce que nous avait fait le Brésil ces dernières années, bah pour moi, je considérais qu'avec cette équipe-là, avec des Danilo, avec des Casemiro, avec des Ryan, avec des Douglas Santos, bah ouais, dernier carré, franchement, Carlo, il aurait réussi le truc, hein. Maintenant, voilà, on parle beaucoup du Brésil, mais il y a un adversaire en face, hein. Les copains, il y a un adversaire, hein. Et la Norvège, ce soir, ils vont pas venir, j'ai commencé un petit peu à en parler, ils viennent pas en touriste, hein. Et c'est ce que j'aime bien dans cette équipe, en tout cas, c'est ce qu'on a vu pendant le 16e de finale. C'est que j'ai la sensation véritablement que cette équipe, elle a encore faim. Elle a encore faim. Donc on n'est typiquement pas avec l'équipe, à la sélection, on a réussi notre objectif qui était de sortir des poules et même maintenant d'arriver en 8e de finale. Donc maintenant, ça y est, c'est que du bonus. Cette fameuse phrase, honnêtement, je vous jure, là, ces derniers jours, pour les sélections qui ont validé certains objectifs et entendre, bah maintenant, c'est que du bonus, c'est pour moi quasiment éliminatoire. Parce que derrière, en fait, ce type de discours, ça t'amène rarement à surperformer et ça t'amène 9 fois sur 10 à une élimination. Donc pour moi, là où cette Norvège, elle peut avoir des atouts, c'est qu'elle est en capacité de pouvoir on va dire, viser plus loin. Et que eux, vraiment, je pense que ce 8e de finale face au Brésil, c'est tout sauf une finalité. Donc, c'est tout sauf, c'est une finale. C'est une finale pour eux parce que c'est un match à élimination directe et de la même manière pour tout le monde. Mais, c'est-à-dire, c'est pas le fameux, c'est du bonus. Et c'est pas du bonus. On est véritablement avec une équipe qui en veut encore.
quand t'entends Haaland, tu sens bien que limite la Côte d'Ivoire c'était une étape, mais que vraiment ça veut aller plus loin. Et pour moi, dans ce type de match où tu joues un adversaire plus prestigieux, peu importe qu'il soit pas non plus le plus étincelant depuis le début de la compétition, mais tu joues un adversaire qui est plus prestigieux. Donc si tu y vas dans l'état d'esprit de respecter l'adversaire et on va dire, d'avoir déjà réussi ta compète, ouais, bon, pour moi c'est mort. Pour moi c'est mort. Amine DZ qui nous dit en 2018, je voyais le Brésil aller loin avec Coutinho, Willian, Firmino et Neymar. Ouais, mais dans ces joueurs-là, ouais, peut-être que Neymar 2018, tu as peut-être plus de références. Ouais, je suis d'accord. Firmino aussi, c'est pareil. T'as Coutinho encore aussi. Coutinho commence un petit peu à déconner. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. 2018, ils avaient encore une jolie équipe. Mais il faudrait revoir la défense. Il faudrait revoir ce que tu as. Enfin, quand je parle vraiment de sélection forte, comme on les prend un peu généralement en référence, c'est une sélection où tu as un vrai 11 ultra compétitif, pas juste quelques joueurs. Mais je suis d'accord avec toi. 2018, tu as déjà Fabinho. Non, tu dois avoir raison. Il faudrait revoir celles de 2018, mais ok. Mais 2022, non. Pour moi, non. 2022, je m'en rappelle, c'est plus récent pour le coup. Je me rappelle de jamais avoir mis les Brésiliens dans le dernier carré ou même aller tout au bout. Amine DZ qui nous dit Portugal et Brésil, même panier, et Colombie meilleur. Ouais, bah tu vois, sur ce qu'on voit, hein. Pareil, hein, toujours, hein, si vous arrivez sur la vidéo, vous allez dire attendez, mais comment ça, depuis quand le Portugal et le Brésil, c'est pareil? Ben non, on parle de là, ce qu'on voit sur les matchs. Hein. Détendez-vous, je parle pas sur les palmarès. J'arrive encore à lire qu'il y a 5 étoiles sur le maillot. Ça va, je suis au courant. Mais là, c'est sur ce qu'on voit. Et c'est pareil, hein, la compétition, elle va être gagnée avec ce qu'il y a sur le terrain, pas ce qui s'est passé avant. Donc, je suis d'accord avec toi. La Colombie, en tout cas sur le début de la compète, au vu en plus des adversaires qu'ils ont joués, qui n'étaient pas faciles à chaque fois, franchement, Colombie, c'est très positif. LOS El Padrinote, même si le Brésil gagne, il ne dépassera pas l'écart. Ah ouais, donc ça veut dire que pour toi, je repartage le tableau. Pour toi, LOS, ça va pas plus loin s'il y a victoire ce soir. Ça s'arrête face à Mexique ou Angleterre. Autant je peux te rejoindre sur un truc, c'est que il peut y avoir victoire arrachée ce soir. Mais derrière, face au Mexique et l'Angleterre, pour moi, le Brésil part pas perdant. Favori, je l'ai dit, pour moi, ce sera 50-50. Mais franchement, je partirai pas véritablement aussi convaincu que toi. Après, on va pas se mentir, hein, il y a eu des matchs depuis le début de la compétition, puisqu'on parle de ça. Pour te répondre, LOS El Padrinote, ça n'a pas été bon. Hein. Le Brésil contre Haïti, on se pique les yeux hein, quand même. Hein. Ok, ça gagne 3Z, mais dans le jeu, on souffle quoi. Enfin, vraiment, c'est pas génial. Donc, face au Japon, match à élimination directe, donc en plus c'est le dernier, c'est pas maîtrisé pendant 90 minutes. Hein. Et quand on voit la première mi-temps des Japonais, je peux te rejoindre. Maintenant, tu vois, ça serait en face un Portugal, un Espagne ou en France, voire peut-être un Maroc. Ouais, il y a encore. Maroc, il y a eu match nul, donc non. Pour moi, Maroc, c'est 50-50. Mais il y aurait France, Portugal ou Espagne au prochain tour. Là, je te rejoindrais. Je te dirais non, pour moi, la marche, elle est trop haute. Mais Mexique, Angleterre, il y a un monde où le Brésil, ils arrivent à passer. Il y a un monde, pour moi, où le Brésil arrive à passer et c'est pas un monde où tu as 800 planètes qui s'alignent. C'est vraiment quelque chose de raisonnable. Maintenant, voilà, hein, on peut avoir des perceptions différentes. Hein. Mais moi, je partirais plutôt là-dessus. Après, il y a une autre question à se poser ce soir, parce que là, on parle beaucoup du Brésil, mais je vous dis, il y a aussi un gars qui va vouloir aussi un petit peu marquer des points, les copains. Haaland. Est-ce que pour vous, ça prend le dessus sur le duo Gabriel-Marquinhos? Parce que ça, c'est un sacré duel en mine 2 ce soir. Hein. Marquinhos, Gabriel, sur le papier, encore une fois, hein, ça fait partie des meilleures défenses, en tout cas de cette Coupe du Monde. Sur le papier, hein. Moi, j'ai des doutes sur leur complémentarité. Je trouve que ça manque un petit peu je pense que ça manque un petit peu de vitesse. Mais
dans l'esprit, c'est plutôt, on va dire, compétitif et de très haut niveau. Donc, est-ce que ce soir, pour vous, le monstre norvégien, il fait comme ce qu'il a fait depuis le début de la compète, c'est-à-dire il plante contre eux aussi? Moi, j'ai envie de vous dire que oui. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire que oui, parce que tout simplement, je suis pas rassuré par cette défense. Je le dis, sur le papier, elle est très belle. Il n'y a aucun problème là-dessus. Franchement, il faudrait mentir. Hein. Entre les deux qui sont quasiment, je sais même pas si Gabriel non, il doit pas être capitaine Arsenal, mais entre Marquinhos qui est capitaine au PSG, Gabriel qui est titulaire indiscutable à Arsenal et finale de Ligue des Champions. En termes de compétitivité directe, là, les gars, c'est difficile de faire mieux. Par contre, je vous le dis, moi, je trouve que ça manque de vitesse. Je trouve que ça manque de vitesse, cette défense centrale, et que, ouais, il y a plus complémentaire. Voilà, il y a plus complémentaire. Je dis pas forcément mauvais, parce que je l'ai dit, tu peux pas être à ces postes-là, avec ces responsabilités-là, dans les équipes compétitives comme ça, sans être bon. Par contre, est-ce que c'est le meilleur alliage? Je sais pas. Je sais pas. Je trouve qu'il y a des similitudes dans les profils et qui me font dire, ouais, ça peut être difficile avec un Haaland. Maintenant, dans l'impact physique, oui, ça c'est sûr que les deux ce soir ils vont répondre. Voilà, je suis pas inquiet là-dessus. Vraiment, je suis pas inquiet là-dessus. Mais par contre, sur l'ensemble de la rencontre, est-ce que Haaland va pas... Ah, alors attendez, juste, on a les compos confirmés. Et donc, on a bien Martinelli. C'est Martinelli qui est ce soir. Donc, ma compo était pas la bonne, les copains. C'est Martinelli. Martinelli qui débute. Donc, défense à 4 avec, comme on l'a dit, je vais vous repartager ça et juste pour que vous voyez bien, il y a juste la différence. C'est Martinelli à la place de Douglas, de Danilo Santos au milieu. Donc, on reste sur la même chose, sauf que Danilo Santos, le 18 au milieu, est remplacé par Martinelli. Donc, un choix plus offensif, les copains. On est sur un choix plus offensif du côté de comment du côté de Ancelotti. Et il y a une autre surprise. Et ça aussi, attention. Ça peut être une vraie indication. Mine de rien, il y a le retour de Julian Ryerson pour les Norvégiens. Ryerson reprend le côté droit. Là, ça fait une arme en plus. Hein. Là, ça fait une arme en plus pour les Norvégiens. Voilà, il y a 2 changements. Martinelli à la place de Danilo Santos et Ryerson qui remplace Pedersen sur le côté droit. Alors, les messages. Colombie, c'est meilleur, même si... Voilà. Alors, Loïc Michaud qui nous dit le Brésil va gagner. Écoute, donne-nous ton résultat tant que tu y es. Terminares qui nous dit tir au but. West Padrinote, j'aime les gars, c'est gratuit, j'aime ça prend un truc. Mon copain, vraiment, tu me régales. T'as fait le modérateur hier, là maintenant t'appelles les gens à liker. Franchement, mon copain, là t'es vraiment très très bon. Merci à toi. Au classement FIFA, l'Angleterre est meilleure. Oui, t'as raison. Sur ça, t'as raison. L'Angleterre est meilleure. Maintenant, est-ce que là, toi, si demain t'as à miser, je sais pas si tu paries, mais si t'as à miser, tu mises véritablement les yeux fermés sur l'Angleterre si elle joue le Brésil? Je suis pas sûr. Terminares qui nous dit mais la connexion entre Odegaard et Haaland va être importante. Ça, c'est sûr. Et dans la fameuse question que je pose de savoir si Haaland il peut prendre le dessus sur Marquinhos et Gabriel, forcément dessus, il y a Odegaard qui est pris dans l'équation. T'as raison de le préciser, Terminares. West qui nous dit j'espère qu'on verra un très grand match, c'est l'essentiel. Oui, j'espère aussi. Hein. J'espère aussi. Maintenant, sur le papier, ça me paraît être quand même plus sexy que ce qu'on a vu hier. Au-delà même du côté approche tactique, mais je pense qu'il y a un meilleur niveau chez les deux équipes. Il y a un meilleur niveau technique chez les deux équipes. Attention, faut pas vendre non plus les Norvégiens comme les Brésiliens de Scandinavie. Hein.
mais on a quand même des joueurs intéressants qui jouent au ballon. Donc, pour moi, ça peut être vraiment une très très belle opposition ce soir. On peut avoir un vrai match de Coupe du Monde qui peut être indécis en plus, hein. Vraiment, hein, sans faire du suspense et vendre du suspense à mort. Vraiment, on peut avoir un match ce soir qui va se terminer au prolong et avec un 2 partout et des retournements de situation, hein. Je pense, de toute façon, cette équipe norvégienne, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais cette équipe norvégienne, depuis le début de la compète, elle calcule pas. Elle calcule pas. Donc, pour moi, ce soir, peut-être qu'elle peut être rattrapée par le côté Brésil en face et tout ça, hein, peur de l'événement et tout ça. Mais vraiment, je vais pas faire du cliché, mais vous pensez vraiment que les Vikings, ce soir, ils vont être impressionnés par cette Seleção? Je pense pas. Et je pense que Solbakken, l'entraîneur, je pense que dans le message, c'est justement, les respectez pas, en fait. Dans la limite du raisonnable, hein, quand je dis à chaque fois ça, hein. Mais les respectez pas. Allez-y, quoi. Allez-y, rentrez-leur dans le lard. Parce que cette équipe du Brésil aussi, c'est ça qu'il faut voir. C'est que si tu lui laisses pas de temps pour s'organiser et que tu lui mets un pressing fou, on l'a vu contre le Japon. On l'a vu, hein, dès que tu leur mets un pressing de dingue. Alors, le truc, c'est que les Japonais, ils ont pas réussi à tenir tout le match. Mais le Brésil, dès que tu leur rentres dedans, ils ont du mal, hein. C'est là où ça peut aussi se jouer dans la fameuse intensité. Maintenant, les deux équipes ont fini bien fatiguées leur 16e. Parce que le Brésil, ils ont été puisés dans leurs ressources pour aller sortir du piège japonais. Et de la même manière, hein, les copains, hein, les Norvégiens, ça flippe jusqu'au bout. Pour ceux qui n'auraient pas vu le coup franc d'Amad Diallo à la dernière seconde, on n'est pas très très loin d'avoir une équipe qui peut faire les prolongues et on sent que physiquement, ouais, les organismes sont touchés, hein. On le dit, c'est pas depuis le début de cette compétition, c'est un des paramètres qui peut rentrer. Donc, l'état physique, sachant que le Brésil a de moins en moins de bancs, parce que tu as Rafinha qui est blessé, parce que tu as comment c'est qui l'autre qui est blessé, t'as Paqueta qui est blessé. Alors là, ce que je vois, c'est que Rafinha, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça vaut ce que ça vaut, mais Rafinha, pour moi, il est annoncé sur le banc. Donc après, je vais peut-être faire mon basique, hein, mais si tu es annoncé sur le banc, ça veut dire que tu peux jouer. Donc là, attention, si ça récupère un Rafinha, ça peut devenir différent, là, cette équipe du Brésil. Si tu me mets Rafinha à la place de Ryan, là, je peux peut-être faire pencher la balance côté brésilien. Mais là, pour l'instant, Rafinha, malheureusement, on a vu 20 minutes de lui depuis ces 20 minutes face à Haïti, on l'a pas vu. Pour moi, ça semblait musculaire. Moi, j'avais même fait une croix sur lui jusqu'à la fin de la compète. Maintenant, le match contre Haïti, ça fait déjà maintenant quasiment 2 semaines. Peut-être qu'il a pu reprendre, que ça s'est pas aggravé au niveau des ischios et tout ça. Mais en tout cas, il est sur le banc. Je la place, les autres matchs, il n'était pas sur le banc. Et tu as aussi un Paqueta, donc pour terminer cette idée, tu as aussi Paqueta qui est enlevé. Donc, si on regarde sur le papier, sur le banc, tu as Alexandro, ex de la Juve, Bremer, Léo Pereira, Roger Ibanez, Ederson. Je ne comprends pas pourquoi Ederson ne joue pas plus. Vraiment premier degré, Carlo, je ne comprends pas. Ederson, c'est un super joueur. Je ne parle pas du gardien, hein. Je parle du joueur de l'Atalanta. Je ne comprends véritablement pas comment ce joueur a joué aussi peu depuis le début de la compétition. Tu as Fabinho, tu as Danilo Santos, comme on annonçait, Luis Enrique du Zénith, et Neymar, Hendrick et Igor Thiago. Donc, tu as du banc d'un côté, mais est-ce que c'est du banc qualitatif pour te faire gagner le match? Je suis pas sûr. Parce que l'absence de Paqueta, mine 2, et l'absence aussi de Rafinha, puisque ça faisait partie des joueurs du 11, mine 2, c'est ça en moins que tu as dans ton équipe. Et donc, au final, se retrouver avec ces joueurs en moins quand tu es ce Brésil-là et que tu n'as pas une marge non plus ultra nécessaire sur tes adversaires, ça peut être un élément aussi qui peut aller dans le sens de la Norvège. Alors attention, hein, après la Norvège, les joueurs sur le banc, je vais vous en sortir plein, vous n'allez pas forcément les avoir, hein.
si je vous parle de Langa, si je vous parle de Falschener, si je vous parle de Torsby, si je vous parle de Torsvet, de Asgard, de Sheldrup, bon, vous allez peut-être plus savoir Oscar Bob, Jens Peter Hauge, cœur sur toi Jens Peter, Strand Larsen, à la limite, vous allez peut-être avoir Orsnech, c'est pareil, on peut pas dire que c'est avec ça que tu vas aller gagner le match. Hein. Donc pour moi, le banc va peut-être aussi amener ces deux équipes à s'entrechoquer. Donc, on arrive à la fin de notre débat. Il va falloir se positionner. On m'a demandé tout à l'heure de me positionner sur le match. Là, au vu de tous les éléments, les copains, moi, je vous dis déjà, avant que je vous donne mon truc, vraiment, je regarde depuis tout à l'heure, je vois vos messages, je vois pas réellement de vrais trucs sûrs. Hein. Alors, on a Elias Distinct qui nous dit déjà Terminares qui nous dit c'est clair que c'est dur à pronostiquer ce match. Voilà, on est bien d'accord. On a Elias Distinct qui nous dit certes le Brésil n'est pas sexy, mais je trouve qu'ils font le taf. Ils montent petit à petit en puissance. Oui, mais est-ce que la montée en puissance contre le Japon, ça t'a suffi? Moi, ça m'a laissé encore un petit goût de ok, bien, mais c'est pas la première mi-temps. Franchement, elle m'a fait flipper du côté brésilien, vraiment. Donc monter en puissance. Je suis partagé. Biggie Youd qui nous dit Haaland est le plus frais depuis le match plus frais depuis le match de la France. Est-ce qu'il ferait pas de la différence? Bah, ça va être sur lui. Hein. On va pas se mentir, les copains. Classement des buteurs, je pense que vous l'avez. Enfin, je pense que vous avez un minimum référence dessus. Mais notre ami Erling Haaland, il est quand même 3e à égalité avec Harry Kane. Hein. Donc, bien sûr que c'est par lui que ça va passer. Hein. Si ça doit passer ce soir, la Norvège, après vous me direz, il y a Sorloth, il y a Odegaard, il y a Nusa, peut-être que ça peut passer par quelqu'un d'autre. Mais pour moi, la différence, si elle doit se faire côté norvégien, ah oui, logiquement. Puis vu qu'il le cherche, et puis ce qui est logique, ce qui est totalement logique, c'est-à-dire que quand tu as un joueur comme Haaland, bah, tu joues pour lui, tu joues sur lui. Tu vas pas aller inventer d'aller jouer sur Nusa. Maintenant, Nusa est un super joueur. Quand on voit son but contre la Côte d'Ivoire, franchement, c'est très, très haut niveau. Mais, voilà, c'est forcément, si la Norvège veut avoir un espoir de faire quelque chose, c'est forcément avec Haaland dans l'équation. Non, mais là, ça, c'est sûr et certain. Là, il y a pas pour moi, il n'y a pas de débat. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, oui, il est plus frais parce qu'il n'a pas joué le match contre la France, à la différence, par exemple, d'un Vinicius qui a tout joué, même s'il est sorti un peu, mais qui a joué tous les matchs, qui a été titulaire à tous les matchs. Il peut y avoir ce phénomène-là. Maintenant, de l'autre, oui, tu as raison sur un truc. Haaland va être quand même plus frais par rapport à d'autres joueurs brésiliens. Et ça peut être un indicateur. Mais vraiment, ce match, il est serré. Hein. Je vais continuer de dire les messages, mais je vous repartage les stats. Mais oui, le match, il est serré hein, quand même. Terminares qui nous dit Joao Pedro aussi, je comprends pas. Bah écoute, je vais te dire. Je m'arrête juste 2 secondes pour te répondre. Joao Pedro, au début à l'annonce de la liste, me dit écoute, c'est pas grave. Il dit écoute, c'est pas grave. Il y a mieux. J'ai vu le premier match contre le Maroc, je me suis dit putain, pourquoi Joao Pedro, il est pas venu? Non, vraiment, je te rejoins. Là, il aurait fait du bien. Parce que Cunha est pas un pur neuf en plus. Donc, ok, il fait bien c'est une réalité, il fait bien la paire avec Vinicius. Il s'entend bien avec. Mais il a moins ce côté tueur. Il a moins ce côté neuf que pourrait avoir un peu plus un Joao Pedro. Je te rejoins. Mais sur le papier, je suis très transparent. Quand j'ai vu que Joao Pedro, Carlo, il l'avait pas pris, je dis pas grave. Je me suis trompé. Je dis, j'ai fait une boulette. Christophe Caron qui nous dit la Norvège va se qualifier. Ok, tu vois quel score, Christophe? Anthony JN qui nous dit je pense que celui qui va marquer en premier va prendre l'ascendant psychologique. Ouais, alors ça c'est vrai. Ça c'est vrai que ça peut avoir une incidence comme dans tout match. Mais je pense que les deux équipes, vu leur niveau de défense, je pense qu'il va y avoir des buts dans ce match. Et vraiment, je ne vais pas faire un teasing, j'en sais rien. Hein, mais je pense que vu la qualité des défenses, et pour moi, ça va planter. Donc oui, tu as raison. Le premier but, ça peut peut-être être un match fermé. Hein, on ne sait pas. Hein.
avec celui qui marque le premier but prend le gros avantage et gère ça pendant tout le match. Mais je pense que celui qui marquera le premier aura pas l'avantage définitif. Donc typiquement, je vois pas que ça se termine en 0. Mais tu as raison, Anthony, ça peut peut-être avoir du sens. Christophe Caron qui nous dit la Norvège a énormément de mal sur les côtés. Vini peut faire la différence, mais les qualités offensives norvégiennes feront la différence. Le grand perdant ce soir, peut-être que le Brésil. Ouais, donc toi, tu es plutôt inspiré, Christophe, sur la Norvège. On en a parlé, c'est possible. Hein. C'est très possible que la Norvège fasse le coup. Hein. Si on est en termes de pourcentage, les gars, dites-moi, hein, je vais regarder juste les cotes là pendant qu'on est en train de parler. Mais pour moi, on est sur du 50-50. Hein. Je suis désolé. Ah non, on ne met pas 50-50. On met 1,75 Brésil, 3,70 le match nul, 4,75 la Norvège. Donc ok, aux yeux des bookmakers, c'est quand même le Brésil qui est favori. Bah moi, en tant que fan de foot et en ayant regardé tous les matchs depuis le début de la compète, allez, je mets 55-45 pour le Brésil. Et je me fais peut-être avoir par ça, par l'historique, le Carlo Ancelotti, le Vinicius et tout ça. Mais vraiment, moi, j'aurais pas mis un 75 la victoire du Brésil. Hein. Pour moi, c'était minimum 2. Mais bon, je peux peut-être me tromper, mais pour moi, c'est beaucoup plus serré que les cotes le montrent. En tout cas. Amine DZ, je vois bien 2-1 ou 2-2, mais pour MPP, le 1-0 est le plus intéressant. Ah, t'es dans les stratagèmes, mon copain. Oui, bah, le 1 but d'écart, pour moi, peut s'entendre. Hein. Franchement, je vois pas au maximum 2, mais le 3, non, je le vois pas. LOS qui nous dit, je reste sur la victoire des Vikings. Ok, bah, tu restes fidèle à ce que tu nous avais dit. Biggie Youd qui nous dit, je découvre ta chaîne, j'adore tes analyses, je like et je m'abonne. Bah, merci, mon copain. Merci. Écoute, merci à toi, Biggie Youd. Ça fait plaisir, tu vois, c'est pour ce genre de commentaires qu'on continue et qu'on lâche rien. Merci à toi, mon copain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sarel Bensoussa qui nous dit, peut-on prévoir une attaque éclair du Brésil et un but éclair du Brésil sur 2-3 dribbles? Bah, Sarel, j'ai envie de te dire que ça, c'est les capacités d'un Vinicius. Ça, c'est Vinicius qui peut te faire ça sur 2-3 dribbles, prendre son adversaire. Maintenant, attention, il y a un paramètre à prendre en compte qu'on n'avait pas forcément, mais c'est qu'il va y avoir Ryerson sur son côté. Donc, il a un plus gros client que Pedersen. Donc, attention, la fameuse Vinicius dépendance qui pourrait forcément arriver à marquer, attention, parce que il a un plus gros client en face. Maintenant, c'est un plus gros client qui revient de blessure. Donc, à voir comment il est. Mais, de toute façon, on l'a dit pendant ce live, c'est Sarel, ouais. Sarel, ça dépendra de Vinicius pour le Brésil. Je vois pas un autre. Même si pour le dernier match, c'est ni Vinicius n'a pas marqué les 2 buts, ça ne peut dépendre que de Vinicius ce soir. Donc, si Vinicius est en forme, oui, il pourra te faire ce que tu appelles, c'est-à-dire une folie avec 2-3 dribbles et aller te marquer. Mais si t'as pas un grand Vinicius, pour moi, le Brésil, oui, tu t'enlèves une grosse partie de leur capacité. Vraiment, c'est pas les réduire, mais c'est quand même un petit peu ça. Esculi qui nous dit, je pense que le match va être fermé. Je pense que le match va être très fermé. Moi, j'ai pas cette sensation, mais c'est une possibilité. Hein. De toute façon, à chaque avant-match, on peut partir sur plein d'analyses, mais on peut aussi très, très bien sortir des boulettes. Donc, moi, je partirais pas sur le match très fermé. Au contraire, vu l'état des défenses, je pense que ça va planter ce soir. Terminares qui nous dit 2-2, prolongation et tir au but, Brésil vainqueur. Voilà, ça, c'est des vraies prédictions. Ça, j'aime beaucoup. 2 partout. Tir au but et Brésil vainqueur. OK. LOS qui nous dit il y aura des buts, certes. Et Christophe Caron qui nous dit je vois bien une victoire donc de la Norvège, 3-2 sur une tête de Lissaker vers la fin de match. Ah ouais. Alors là mon copain, là t'es animé de flash. Donc là, j'ai envie de te dire que c'est très intéressant là ce que tu es en train de nous proposer. Hein. Si tu as la vision comme ça, ok. Moi, je vais être honnête. Allez, faut se positionner. On arrive à la fin du débat. Je pense que le Brésil va passer quand même. J'entends bien que la Norvège, c'est fort.
J'entends bien qu'il y a Haaland, qu'il n'y a même pas que Haaland. On l'a dit, on n'a même pas assez parlé, mais nous, c'est un sacré joueur quand même. Sacré joueur. Mais Brésil, quoi, ça va pas s'arrêter sur la Norvège. Maintenant, je sais, la Norvège n'a pas perdu contre le Brésil, Coupe du Monde et tout ça, mais allez, Carlo, il va faire la diff. Il va faire la diff. Alors après, je l'ai dit, ça va être sur un but. Je vois un but d'écart. Maintenant, ce qui est difficile, c'est arriver à dire si c'est en 90 ou 120 minutes. Je vois pas les pénaux. Je vois pas les pénaux sur ce match. Je vois une équipe qui prend au final le dessus. Mais je vous jure, hein, c'est pas du mytho. Hein. Je vous jure que je suis... Putain, j'ai du mal à me positionner. Allez, je vais dire 3-2. Je vais dire 3-2 pour le Brésil en 120 minutes. Comme ça, on a un vrai bon match de foot. Allez, c'est aussi un peu ce que j'aimerais avoir aussi. J'aimerais bien quand même, en tout cas, qu'on ait un match avec du suspense et qu'on n'ait pas voilà, une équipe qui mène 3-0 et à la limite, l'autre qui revient à 3-2 avec 5 minutes de suspense. Vraiment, je voudrais bien que ça se réponde coup pour coup. Et vu les équipes qu'on a, le potentiel offensif qu'on peut avoir, bon, allez, faites-moi un bon vieux 3-2 là, avec des retournements de situation, une prolongue, et puis, je sais pas, un but dans les 5 dernières. Quoi. Voilà, un but à 115e, 116e, allez, quitte à faire le fou. 115e, 116e but de Neymar. Allez, on partira là-dessus. Allez, on partira là-dessus pour moi. Edgar Cécile qui nous dit 3 partout. Ah ouais, toi, tu vois encore le niveau au-dessus. 3 partout serait extra. Sarel Bensoussan, logiquement, on sent solide la Norvège. Le problème, c'est impronosticable, une défaite du Brésil. Terminares, Christophe vient du futur. Ouais, Christophe, franchement, ta prédiction, elle est quand même assez folle. Hein. Elle est quand même assez folle. Je te le dis, je serais toi. Je sais pas, je t'encourage pas à aller mettre de l'argent dessus, mais mets juste 1 euro sur ta prédiction. Je pense que tu dois avoir une cote sympa avec ta prédiction. Anthony qui nous dit, moi je vois 3-2 pour le Brésil. Eh ben tu vois, Anthony, 3-2 pour le Brésil. Un but de Haaland ne fait pas un match de ouf, mais plante un but et Vinicius met le premier but. Putain les gars, vous avez quand même des bonnes prévisions. Hein. Vous avez l'œil. Hein. Vous avez pas mal les gars. Papy qui nous dit Brésil gagne 3-1. J'en connaissais un Papy 93. Je pense pas que ça doit être le même, mais Papy 93 270, énorme. Biggie Youth qui nous dit Ancelotti va nous sortir une masterclass. Ouais. Alors on est bien d'accord par contre que la masterclass ça va pas être un 3-0 parce que les masterclass de Carlo on les connaît hein. Et je l'aime d'amour hein Carlo. Mais les masterclass généralement c'est les 1-0 hein, pour Carlo. Donc on va pas espérer forcément ça. Sarel Bensoussan qui nous dit Espagne-Portugal en rapide ton prono. Ah, franchement, faut se poser parce que alors là, les copains, Espagne-Portugal, il va falloir la faire la preview hein, parce que là, c'est pas facile. Mais spontanément comme ça, je te dirais l'Espagne m'a plus impressionné. Et c'est pas tant le 4-0 mis à l'Autriche, mais c'est le fond de jeu. C'est le fond de jeu, il me paraît au-dessus. Christophe, c'est mon scénario idéal. J'espère que ça va se passer comme ça. Bah écoute, je te le souhaite. Hein. Et comme je t'ai dit, n'hésite pas à mettre un petit euro sur ta prédiction. Je pense que tu pourrais passer une bonne petite fin de soirée si ça venait à arriver. Voilà les copains. Merci à tous. Alors je vais pas pouvoir tous vous remercier parce que là franchement vous avez été beaucoup. Donc je sais qu'il y a Amine DZ, El Padrinote, El Terminares, j'essaie de tous vous citer. Anthony JN, Christophe Caron, Biggie Youd, Sarel Bensoussan, Esculi, Edgar Cécile, Papy. Ouais, voilà. Et après, j'ai pas la suite. Marco Wade, enfin, voilà. Merci à tous. C'était énorme. Vous étiez super nombreux. C'était super agréable à faire. Vous avez réagi, c'est génial. Donc, merci à tous d'avoir participé. C'est encore plus génial quand on fait les débats ensemble. Comme je le dis à chaque fois, si vous n'êtes pas là, je le fais quand même. Et avec plaisir. Mais c'est toujours plus sympa si vous êtes là. Donc, merci à tous d'avoir participé. Le live dispo en replay dans quelques minutes. Dispo aussi en podcast. Donc, sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ce qui nous donne de la force. C'est ce que je répète à chaque fois. Et ce qui nous donne
encore plus envie de nous arracher et de continuer à faire ces débats. Donc, merci à vous, vraiment. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.